Bonjour à tous, bienvenue aux interviews de Lisa. Aujourd'hui, je me promène dans le château de la Tour d'Aigues où une association qui s'appelle Rêve d'un toit présente ce qu'elle fait avec beaucoup de concerts, des activités musicales et je vous présente Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Lisa. Donc Amélie est présente au sein de l'association en tant que bénévole. C'est ça. Et je suis la fille de la présidente et donc du coup sœur de Louis qui est en situation de handicap lourd depuis qu'il est né. Alors qu'est-ce qu'il a Louis ? Alors Louis, il a un handicap, donc il est épileptique, il a le syndrome de Dravet et une maladie orpheline donc depuis qu'il est né et aujourd'hui il a 22 ans. Et le syndrome de Dravet, tu peux nous en dire un peu plus ? C'est une sorte de variante de l'épilepsie qui influe sur le cerveau énormément et sur la motricité, donc sur la capacité à apprendre à peu près tout. Et donc du coup, il va avoir du mal à marcher, du mal à apprendre à parler, à lire, etc. Donc là, il a 22 ans et il ne sait pas encore vraiment formuler de phrases et il a encore du mal avec sa motricité. Et donc du coup, ça, c'est lié au syndrome de Dravet. Donc toi, tu as 21 ans ? Oui. C'est ton frère aîné ? Oui. Et comment tu vis ça depuis que tu es petite ? Moi, quand j'étais petite, je ne voyais pas trop la différence. Enfin, si je la voyais, mais je ne la subissais pas, si on veut. Pour moi, c'était mon frère. Et donc, du coup... c'était normal. C'était normal. C'était ma normalité à moi. C'était mon quotidien. Ça ne me pesait pas. Ça dépend des critères de chacun, finalement. La normalité, la différence, etc. Il y a des différences, c'est sûr. Mais... pour moi, mon frère, qui a 22 ans, marche à peine, ne sait pas très bien parler, n'est pas autonome du tout, pour moi, ce n'est pas anormal. C'est juste différent et ce n'est pas en mal, c'est juste différent. Alors, ton quotidien est différent quand tu es avec lui, par Évidemment, contre, y a toute la vie à la maison qui s'organise autour de lui parce que, encore là, ça va beaucoup mieux, mais quand il était petit, il était vraiment très, très, très malade. Et... il faisait énormément de crises d'épilepsie, ce qui fait qu'il a dû réapprendre à marcher, à parler 3 fois parce qu'il est tombé dans le coma. Il a eu des périodes de sa vie qui ont été vraiment très 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 difficiles au niveau de la santé. Et donc du coup, ça forcément, ça influe sur le quotidien, non seulement sur l'organisation à la maison parce qu'il faut suivre ses rythmes à lui, mais aussi sur les séjours à l'hôpital qu'il peut faire. Et donc du coup, se retrouver un peu seul à la maison. Ou alors se retrouver 6 ans, devoir ouvrir aux pompiers, leur indiquer le chemin de la chambre. Donc du coup, forcément, ça a une influence sur le quotidien, mais je ne pense pas qu'elle soit mauvaise. Parce que moi, en tout cas, je le prends vraiment comme une bénédiction parce que ça m'a permis de développer énormément de choses chez moi, énormément d'autonomie, le fait que je sache que je sais gérer les situations de crise, justement, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, ça m'a permis de développer énormément de choses pour moi. Du coup, depuis que je suis née aussi, je vois les camarades de Louis qui ont des handicaps différents. Donc du coup, je suis confrontée au handicap depuis que je suis née et pour moi, ça pose aucun souci. Et quelles sont tes relations avec Louis ? Avec Louis, on a toujours beaucoup joué ensemble. Là, il fait un peu sa tête de nœud parce qu'il est un peu en crise d'adolescence, il a fait un peu en retard. Donc du coup, ça met un peu de tension. Mais sinon, j'aime toujours passer du temps avec lui, jouer avec lui. On discute énormément et j'essaie de l'aider à développer son autonomie petit à petit aussi. Parce que Louis n'est pas tout le temps à la maison. Non, il est en centre, il est en IME, c'est Institut médico-éducatif. Et donc il est là-bas la journée. Et du coup, il est à la maison les mercredis, les week-ends, le matin, le soir. Mais il passe le reste de sa journée en IME. Et quand il est à la maison, justement, on essaie de le pousser à l'autonomie pour que le jour où il parte de la maison, donc du coup, justement, l'objectif de Rêve d'un toit, de lui faire un habitat pour lui et ses amis, c'est de pousser à l'autonomie qui lui permette de vivre dans un habitat où il ne soit plus avec maman, quoi. Et plus dans un institut médical. Voilà, c'est ça. Qui soit inclus dans un milieu normal, on va dire. C'est ça, dans un milieu normal qui lui corresponde. L'objectif serait vraiment de faire une sorte de colocation, finalement. Donc du coup, recréer un système classique
mais adapté au niveau sécurité médicale pour des jeunes en situation de handicap. Donc en fait, ce serait comme une colocation avec des éducateurs, du personnel médical qui interviendrait? C'est exactement ça. Et donc du coup, vu que ce serait une structure pour peu de jeunes, les encadrants pourront vraiment se focaliser sur les terrains d'amélioration de chacun des jeunes. Donc par exemple pour Louis, ça va être l'apprentissage de la lecture et l'autonomie. Pour Robin, qui serait aussi un jeune qui bénéficierait de cette structure, ce serait pareil de l'autonomie, mais sur d'autres plans que pour Louis. Et donc du coup, le fait d'avoir un petit effectif comme ça permettrait de vraiment se focaliser sur les terrains d'amélioration de chacun. Bon, moi j'ai adoré le fait que tu aies dit que c'était une bénédiction d'avoir Louis dans ta vie. Et ce serait génial si tout le monde pouvait avoir ce regard sur les personnes différentes et non pas les stigmatiser et dire ce sont des personnes qui sont anormales, qui ne savent pas faire ci, qui ne savent pas faire ça, mais plutôt voir le beau côté des choses, parce qu'il y a des choses magnifiques, oui. comme chez chaque personne. Puis ce qui est autre chose, c'est que Louis, c'est quelqu'un qui donne énormément d'amour. Même quand il croise des gens dans la rue, il a tout le temps l'élan, l'envie d'aller dire bonjour à tout le monde, de faire des câlins. Il n'y a pas de filtre? Aucun. Ouais. C'est vraiment, et pour les inconnus, jamais dans la négativité. Toujours gentiment, le sourire aux lèvres, tout ce qu'il demande, c'est donner et recevoir de l'amour, et c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à perdre. Et du coup, l'avoir aussi dans ma vie, ça m'a permis de concentrer ça, de garder ça. C'est l'envie de transmettre du bien autour de moi. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Je remarque dans mon entourage, et pas seulement, des personnes qui... la normalité du handicap est de plus en plus grande. Bon, il y a encore des gens qui regardent un peu de travers dans la rue, etc. Mais c'est de moins en moins fréquent. Et comment réagissent les personnes quand Louis va vers elles et que ces personnes ne le connaissent pas? Ça dépend. Il y en a qui réagissent très très bien, qui sourient en retour, qui font des câlins en retour, qui lui posent des questions sur sa journée. Bon, en général, Louis est très fier de dire qu'il a mis ses chaussures tout seul. Et donc du coup, les réponses, ça peut être « Ah oui, elles sont très belles tes chaussures !» Ou alors il y en a qui esquivent et qui s'en vont. Et dans ce cas-là, on dit juste à Louis « Laisse tomber ». Et lui, est-ce que tu ressens ses émotions quand il est un peu plus rejeté, entre guillemets, par les personnes? Est-ce que lui, il s'en rend compte de ça? Il s'en rend compte, mais il n'en tient pas rigueur. C'est tant pis pour lui, je passe à la suivante et je vais lui donner autant d'amour qu'au précédent. Est-ce que tu penses que Louis est conscient de son handicap? Je pense qu'il en est conscient et qu'il a un peu de mal à le vivre. Très sincèrement, surtout au niveau de l'autonomie et de la communication. Parce que si sur l'expression de ses émotions et de ses sentiments, il a encore beaucoup de mal, c'est un gros terrain d'amélioration chez lui. Et il a du mal avec ça, et ce qui fait qu'il peut avoir des moments de violence parce qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut, et c'est surtout ça. Enfin, pour lui, son vrai handicap, c'est ça, c'est pas tant l'épilepsie, etc., c'est de ne pas pouvoir s'exprimer comme il voudrait. Et il y a des moyens que vous trouvez pour l'aider à s'exprimer? Oui, par exemple, en passant par des jeux. On a un jeu où on a plein de portraits avec des émotions différentes, et donc du coup, on lui dit ça c'était l'émotion, telle émotion. Et ce qu'on a fait pendant un temps, c'est laisser ces cartes à disposition dans la maison pour qu'il puisse nous montrer quelle était son émotion du moment. Et donc du coup, ça on essaie de trouver des méthodes. Quand il y a une qui ne marche pas, on en trouve une autre. On cherche partout où on peut. Ouais, vous êtes très 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 impliqués, je crois. Hein? Ma mère et moi, oui, ouais. Beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais dire avant de terminer cette interview? Mais ce que je pourrais dire, c'est m'adresser à vous et vous dire que si vous arrivez à inclure des personnes en situation de handicap dans votre environnement, ça ne peut être que bénéfique, parce qu'apprendre de la différence des autres, ça permet aussi d'évoluer soi-même. Et il me semble, parce que moi ça a été mon quotidien depuis que je suis née, mais
ça ne peut qu'apprendre, et surtout dans la patience, dans la communication, dans les moyens de communication différents. Et je pense vraiment que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup Amélie. Mais merci à toi Isa. Et peut-être à bientôt, je l'espère en tout cas, dans le cadre de Rêve d'un toit. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview. J'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Des questions pour Amélie éventuellement, ou des commentaires sur des situations similaires que vous vivez ou que vous avez vécues. Je suis à l'écoute de tout ça et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.